Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue, je fais juste entrer les gens tranquillement, pas vite. Bienvenue à notre deuxième webinaire jeunes chercheurs de l'ISE et leurs amis de l'automne. Bienvenue, merci d'être là. Moi, c'est Marie-Audrey, je suis l'agente de recherche et de planification à l'Institut. Je coordonne la programmation scientifique de l'ISE en collaboration avec mon collègue Éric Pinault, qui est aussi avec nous ce midi. Je suis très, très heureuse ce midi de vous présenter nos invités, Frédéric Legault et Arnaud Teuriac-Cloutier, qui sont deux doctorants à l'UQAM en sociologie, sous la direction d'Éric Pinault et Al, qui vont venir nous parler de leurs livres, qui sont sortis avec un troisième comparse au courant de cet automne, qui s'appelle Pour une écologie du 99%, 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme. C'est un ouvrage très intéressant. J'ai bien hâte de vous entendre le commenter. Je pense qu'on va avoir des belles discussions suite à votre présentation. Dans le fond, c'est un peu le même format que nos webinaires précédents. Il va y avoir une présentation d'environ une trentaine de minutes, suivie d'une période d'échange d'une trentaine de minutes aussi. On est ensemble jusqu'à 13h30. Je veux vous dire que la présentation est enregistrée, la partie présentation est enregistrée et ce sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ISE dans quelques jours. Et donc, pendant la partie présentation, j'inviterai les gens de l'auditoire à fermer leur caméra et leur micro, bien entendu, simplement pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur la présentation, nos deux présentateurs. Et ensuite, on vous invitera à ouvrir vos caméras et vos micros pour la période d'échange et de questions. Je crois que ça fait le tour de mon petit blabla à moi. Éric, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de donner la parole à nos présentateurs? Bien, je vais juste quelques petits mots, là, remercier les gens d'être là, remercier Arnaud et Frédéric de venir présenter leur ouvrage, qui est un ouvrage que j'espérais beaucoup depuis plusieurs années. C'est un ouvrage qui vient d'une manière accessible examiner en fait, qui nous éloigne un peu de Blamont le consommateur, Blamont la personne dans son geste du quotidien, puis regardons les effets de système. Donc, il vient braquer la caméra sur les effets de système, puis qui vient en même temps s'attaquer à quelques grands mythes qui circulent beaucoup dans le mouvement environnementaliste, le mythe populationnel, en tout cas. Je vais les laisser présenter leur ouvrage, mais c'est un ouvrage donc qui fait du bien, qui est un outil de formation très utile dans le mouvement. Moi, je travaille aussi dans le mouvement environnemental comme eux. Et d'ailleurs, ça, c'est un des aspects que je veux souligner, c'est que les deux sont actifs dans les mouvements sociaux, dans le mouvement syndical et environnemental depuis plusieurs années. Et donc, c'est un livre en même temps qui est issu de ce dialogue. C'est un livre qui est ancré dans les réalités qu'on a au Québec pour faire avancer la question de la transition écologique. Donc, et c'est ce qui fait, je pense, la force de l'ouvrage. Alors, quelques mots rapidement. Frédéric Legault, dans sa thèse, va s'intéresser à la question de la planification écologique et la planification économique de la transition. Donc, une question, encore là, qui est au cœur de nos débats sur la transition. On le sait que ce n'est pas quelque chose que le marché peut faire tout seul et même qu'il faudrait aller beaucoup plus loin dans la manière dont on envisage cette question. Donc, et Arnaud, lui, s'intéresse au rapport, dans sa thèse de doctorat, à l'affinité élective, on peut dire, aux affinités entre les hydrocarbures et le capitalisme. Est-ce que le capitalisme comme forme d'économie pourrait se passer des hydrocarbures et qu'est-ce qui adviendrait à cette économie si jamais elle allait là? Alors, en même temps, le livre est un reflet de ces interrogations beaucoup plus profondes que les deux mènent dans leur champ de recherche respectif. Donc, voilà, alors, je les laisserai parler, puis moi, je vais, comme tout le monde, fermer ma caméra et manger mon lunch. Et donc, je cède la parole. Je vous laisse vous autogérer dans vos tours de parole. Bon webinaire, tout le monde. Salut tout le monde, merci Eric, merci pour la présentation, merci pour l'accueil. Bienvenue tout le monde, là, on est bien content de vous recevoir pour jaser avec vous autres autour du bouquin qu'on vient de publier chez Éco-Société avec Arnaud, mais aussi avec Alain Savard qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Comme le dit Eric, en fait, Eric a un peu co-participé à l'idéation du projet. Là. On a tous lu, là, Eric, Arnaud et moi, là, un livre
qui s'appelle « Ce que tout environnementaliste devrait savoir du capitalisme » de John Bellamy Foster, qui est un livre qui ne répond pas à la promesse annoncée par son titre, qui finit par faire une exégèse de Marx pour dire « Je vous jure, Marx est vraiment écolo ». Puis finalement, c'est un intello qui a fait sa carrière un peu sur cette idée-là, qui peut être nécessaire, mais qui, disons, a fait son temps, puis que nous, on a tenté d'écrire le livre qui n'a pas été écrit, là, si on veut, d'un point de vue académique. Ça, c'est une des causes, une des raisons pour laquelle on a écrit ce livre-là dans la sphère intellectuelle, là, si on veut, en termes d'absence de littérature sur la compréhension de la crise écologique par ses causes capitalistes. C'est vraiment là qu'on va braquer le projecteur, pas à l'extérieur de la sphère de la consommation, mais au-delà, qui va inclure la sphère de la consommation, mais encore plus la recentrer dans ses effets de système autour de la sphère de la production et de la sphère d'investissement, qui sont trop souvent laissés pour compte dans les explications de la crise écologique. C'est ce qu'on fait dans le bouquin, de partir d'idées reçues, d'erreurs de diagnostic, en fait, qu'on pourrait dire, sur la compréhension des causes de la crise écologique. Et donc, une erreur de diagnostic va entraîner une forme d'erreur de remède ou de piste de solution aussi, donc en considérant les structures d'accumulation du capitalisme sur lesquelles on va revenir dans un instant, comme étant à la cause de la crise écologique dans laquelle nous sommes, eh bien, ça entraîne la nécessité de repenser une économie qui ne fonctionne pas sur les mêmes principes que ceux qui guident l'économie capitaliste. Le livre est divisé en 3 sections, là, donc les erreurs de diagnostic sont formulées dans les termes qu'on a entendus nous-mêmes à la radio, dans les journaux, mais aussi dans le mouvement écolo, là, comme Éric le dit, dans lequel on évolue, pour essayer justement d'aller accrocher le lectorat pour déconstruire ces idées-là, puis comme servir de porte d'entrée dans ce qui est en fait une critique écologique du capitalisme. Deuxième section sur à quoi pourrait ressembler une économie, si on veut, post-capitaliste ou planifiée démocratiquement, post-pétrole. Ça va ensemble. Arnaud va vous expliquer pourquoi. Et dans un troisième temps, c'est la section qui va être un peu plus laissée pour compte aujourd'hui sur la dimension politique de l'organisation politique plus militante qu'on pourrait aborder dans la section, dans la période d'échange, si vous voulez. Donc, ceci étant dit, c'est Arnaud qui contrôle le PowerPoint. Je vais te demander de changer les diapositives. On va commencer par une définition élémentaire du capitalisme qu'on définit un peu plus en longueur, mais tout de même de façon élémentaire. Dans le livre, il y a toute une littérature sur la définition du capitalisme. On vous en propose quelques institutions centrales, si on veut. Le capitalisme est un système économique, entre autres, qui est structuré autour de la propriété privée des moyens de production, c'est-à-dire à peu près tout ce qui est nécessaire pour qu'une entreprise fonctionne, qui n'est pas le travail. La bâtisse, les outils, les machines, etc. Ces moyens de production dans une économie de type capitaliste sont privés. Sont de nature privée. Regardez autour de vous, toutes les marchandises, tous les services que vous pouvez acheter sont produits ou dispensés par des entreprises privées, que ce soit l'ordinateur sur lequel on est en train d'échanger, les logiciels qu'on utilise, etc., ont été produits, transportés, vendus par des entreprises privées. Ce que ça implique pour vous et moi, qui faisons partie du 99 fort probablement, c'est qu'on est dépendant de ces entreprises privées-là pour satisfaire nos besoins. Il y a une coupure entre la satisfaction de nos besoins et justement le 99 dans la mesure où quand nous, on arrive sur le marché, la seule chose qu'on a à échanger, n'ayant pas reçu d'héritage, n'étant pas propriétaire d'entreprise, n'étant pas propriétaire de terre pour satisfaire ses besoins de nourriture, de logement pour se loger, on doit échanger, donc la seule chose qu'on possède, c'est-à-dire notre temps de travail, notre force de travail, et nos connaissances, nos compétences, tout ce qu'on va mettre sur un CV en échange d'un salaire. C'est dans un deuxième temps qu'on va aller échanger ce salaire-là contre des biens et services qui vont nous permettre de satisfaire nos besoins. Donc, la propriété privée des moyens de production va entraîner une dépendance systématique au marché. Ce qu'on peut comprendre de ça, c'est que le marché déjà n'est pas libre. Quand on parle du libre marché, il faut le prendre pour ce que c'est. C'est une fable, c'est un leurre idéologique. La liberté implique à tout le moins la possibilité de dire non. Et sous le capitalisme, on n'a pas la possibilité de refuser la relation marchande pour satisfaire nos besoins. C'est un élément central pour une critique au moins sociale du capitalisme. Comme
membre, si on veut, du 99 %. On est soit consommateur, consommatrice, travailleur, travailleuse. C'est nos deux rôles économiques sous le capitalisme. Ces rôles-là ne sont pas décisionnels. On n'a pas de droit de regard, on n'a pas de main sur le volant pour les grandes décisions économiques qui sont prises, les grandes décisions d'investissement qui vont construire le monde qui nous entoure. Donc, c'est une économie qu'on peut dire qui est non démocratique. Ces grandes décisions-là sont prises par une quantité très infime de personnes qui concentrent le pouvoir décisionnel, l'orientation économique du monde, c'est-à-dire la construction matérielle de l'avenir. Vous et moi ne sommes pas consultés. Le temps file. Arnaud, tu me fais un petit signe. Est-ce que tu veux que je te laisse peut-être la dimension de la contrainte à l'accumulation? Comment que ça l'entraîne? Ça s'imbrique bien peut-être dans le premier mythe sur le mythe à la surconsommation. Fait que je te laisse le micro, puis je vous reviens dans un instant parler de la planification démocratique de l'économie. Merci, Fred. Oui, donc, pour faire la suite de ça, on reviendra sur la question de la contrainte à l'accumulation. La première chose qu'on voudrait aborder ensemble, c'est la question de, à savoir si le problème écologique fondamental, est-ce que c'est celui de la surconsommation? Autour de nous, on entend souvent cette idée selon laquelle, finalement, peut-être que c'est parce que nos voisins consomment trop, produisent trop de poubelles, qu'ils font de mauvais choix et que finalement, ils ne sont pas vraiment éco-responsables. On va dire, même Laure Varitel le répète, on a même fait un titre de livre, « Acheter, c'est voter ». Eh bien, malheureusement, acheter, c'est voter, c'est une bien maigre analyse sociale du rapport à la consommation et à la production. Il y a deux grandes choses à dire là-dessus. La première, c'est que les individus, en tant que on pourrait considérer avoir une certaine responsabilité, faire certains choix. Ces individus-là, d'une part, pèsent beaucoup moins d'un point de vue écologique que de très, très grandes entreprises qui sont les principales responsables de la pollution, entre autres des émissions de gaz à effet de serre. Donc, chaque geste compte, oui, chaque geste compte, comme vous pouvez le voir dans ce dessin de Clément de Gaulle-Jacques, qui est aussi illustrateur de notre livre. Chaque geste compte, certes, c'est important, mais évidemment, les gestes des entreprises, étant donné leur taille et leur dimension, comptent beaucoup plus, surtout d'un point de vue écologique. Après, évidemment, d'un point de vue individuel, chaque geste compte et c'est un peu le message que nous voulons dire. Chaque geste compte, c'est vrai, mais pas tant dans la consommation que dans l'engagement citoyen. Et la consommation est davantage le lieu de notre impuissance que de notre véritable pouvoir d'action. Donc, résultat global, on le sait, par exemple, pour ce qui est de la crise climatique, un nombre assez réduit d'entreprises sont responsables de la très grande majorité des émissions de gaz à effet de serre. On parle de 90 entreprises, essentiellement des entreprises fossiles, donc du pétrole, du gaz fossile, du charbon, qui sont responsables des émissions depuis la révolution industrielle de près du 2/3 des émissions. Donc, ces entreprises pèsent beaucoup plus qu'évidemment l'ensemble des autres activités de la planète et même évidemment de la responsabilité individuelle. Également, lorsqu'on présente souvent les statistiques de gaz à effet de serre par habitant, donc c'est une mesure statistique évidemment, donc qui est une mesure standard, donc per capita. Cette mesure per capita peut nous amener à oblitérer finalement les véritables causes des émissions de gaz à effet de serre. Comme vous pouvez le voir dans ce graphique, vous avez une représentation des principales sources de gaz à effet de serre au Canada. Avec certaines agrégations par catégorie. Le Canada, on l'a appris récemment, est un des pays, est le pays le plus gros émetteur de gaz à effet de serre par habitant, donc historiquement. On a le triste record à l'échelle de la planète. Mais ce triste record, et nous ne le portons pas individuellement comme le produit de notre décision, de nos décisions, ni même collectives ou démocratiques, ni même individuelles. Si nous sommes un pays
très gros émetteurs, c'est principalement parce que nous sommes un pays extractif, un pays de ressources pétrolières, gazières, un pays de ressources minières, un pays essentiellement construit autour du transport des marchandises intercontinental qui a un poids écologique important. Donc, comme vous voyez dans ce graphique, lorsqu'on parle des 15 tonnes d'émissions d'un Canadien, en fait, on parle de beaucoup de tonnes sur lesquelles l'individu n'a pas de contrôle. Donc, au-delà des 53% que vous voyez ici à gauche, qui peuvent être considérés comme davantage des décisions, évidemment, sur lesquelles les individus n'ont pas d'emprise, vous pouvez aussi considérer que l'électricité, on a rarement de l'emprise là-dessus quand c'est des centrales au charbon. L'agriculture aussi, c'est des choses sur lesquelles les individus ont directement parfois peu d'emprise. Les déchets, la très grande majorité des déchets sont produits par les entreprises à plus de 90%. Et en plus, nos déchets particuliers, individuels, un bon tiers de nos déchets sont constitués de déchets plastiques, de suremballage, d'emballages qui ont été produits en plastique. On n'a évidemment pas eu le choix de choisir ce qu'il fallait avoir ou non de l'emballage. En fait, l'emballage a été créé historiquement au 20e siècle pour provoquer de la surconsommation, s'assurer qu'on consomme plus. Donc, il reste très, très peu de lieux où les individus ont une véritable emprise là-dessus. Ça nous amène au deuxième point, la question de la surconsommation. La surconsommation des individus, certes, on peut éventuellement la constater, mais il faut la constater et la considérer d'abord comme étant le produit d'une tendance forte de l'économie capitaliste à la surproduction. Dans une économie de type capitaliste, il y a un impératif qui est celui pour chaque entreprise individuelle de croître le plus possible ou sinon de laisser sa place aux concurrents. Pourquoi? Parce que ces entreprises sont également dépendantes du marché, de la dynamique du marché. Et donc, si elles ne rentabilisent pas leurs investissements, elles ne dégagent pas plus de profits, elles ne pourront pas réinvestir pour grossir, gagner des parts de marché, écouler plus de marchandises et accroître encore leur pouvoir. Donc, la seule façon pour une entreprise et une corporation capitaliste de se maintenir en place, de se maintenir stable, c'est de croître. Donc, c'est ce paradoxe-là dans lequel la stabilité repose sur une dynamique de croissance. Le résultat de cela, il y en a plusieurs. Le premier, je ne l'aborderai pas, mais la première conséquence de la tendance structurelle à la surproduction sur le marché, donc à produire beaucoup plus que ce que le marché est capable d'absorber. La première conséquence, c'est une tendance inévitable à des crises économiques. On pourra en parler si ça vous intéresse. Mais aussi, les autres conséquences, c'est évidemment une série de stratégies pour écouler la surproduction. Les techniques les plus connues, vous la connaissez, c'est évidemment la publicité, qui joue un rôle central pour garantir que les investissements qu'on a faits pour produire les marchandises soient récompensés par les profits, disons, qu'on a cherché à dégager. Cette publicité, elle engage des milliards et des milliards d'investissements par année. Les investisseurs, les entreprises qui font ça savent que ça a un effet réel sur la demande spécifique. Même une entreprise comme GM, qui est le plus gros producteur de voitures aux États-Unis, peut dépenser jusqu'à 1 500 $ US par voiture vendue, qui se vend autour de 40 000 $ US. Donc, même si elle a une place dominante sur le marché, elle va continuer à investir énormément en publicité pour maintenir cette place-là et s'assurer d'écouler ces voitures. Donc, évidemment, ça contribue à la consommation, ça contribue également à diriger la consommation vers, par exemple, des véhicules utilitaires sport. Et ça contribue aussi, la publicité, à créer de l'obsolescence symbolique, à créer des effets de mode pour inviter les gens à changer de voiture à chaque année, à chaque 2-3 ans, voire 5 ans. À travers le culte de la nouveauté qui est souvent véhiculé par la publicité. Une des autres stratégies, c'est le gaspillage, tout simplement. Lorsqu'on a trop de marchandises, ça peut, ça peut représenter des coûts que de devoir les stocker. Donc, on peut tout simplement les mettre aux poubelles parce que c'est moins cher que de les donner ou de les vendre à rabais. Les donner, évidemment, serait un risque pour la valeur marchande de toutes les autres marchandises, donc c'est absolument impossible. Je ne m'étends pas là-dessus. Dernier exemple, l'obsolescence programmée, qui est une stratégie bien connue des entreprises depuis le début du 20e siècle. Ça consiste essentiellement à saboter délibérément la qualité des produits, la valeur d'usage finalement des marchandises, pour faire en sorte qu'on en rachète
systématiquement. Et donc ça, évidemment, vous comprenez que ça crée une contrainte à la surconsommation. Quand vous êtes obligé de racheter un ordinateur tous les 5 ans, plutôt que d'avoir un ordinateur pour 10, 20 ou 30 ans, bien évidemment, vous comprenez que ça contraint à une surconsommation et ça a un poids, évidemment, matériel écologique important. Les derniers exemples en date sont évidemment ceux bien connus de Apple. Apple qui a été pris dans plusieurs cas d'obsolescence programmée autour des iPods, autour des iPhones, pour forcer le rachat de nouveaux iPods. On a saboté la qualité de la batterie, par exemple. Et récemment, il y a eu le cas de Windows 11 qui va arriver bientôt sur le marché. Windows 11, si vous ne le savez pas, va peut-être vous forcer à vous acheter un nouvel ordinateur s'il a plus de 5 ans. Donc, même s'il est encore en très, très bon état et que vous pouvez bien le faire fonctionner, si vous voulez migrer vers Windows 11, vous allez devoir vous acheter un nouvel ordinateur. Donc, l'obsolescence programmée prend entre autres beaucoup la forme de logiciels aussi qui forcent à changer de matériel. Bon. Donc, la surconsommation est d'abord et avant tout un produit de la surproduction qui mène souvent à de la surconsommation qui est contrainte. Ça, je ne pourrais pas l'aborder. Éventuellement, on pourra en parler si ça vous intéresse dans la période de questions, la question du découplage. Donc, l'effet, disons, matériel de cette surproduction et de cette croissance, on pourra en discuter éventuellement. J'arrive au deuxième point sur lequel je voulais vous entretenir, la question de la transition énergétique est plus directement liée à mes objets de recherche liés à ma thèse de doctorat. Est-ce qu'il est possible d'alimenter un capitalisme aux énergies renouvelables? Comme on essaye de le défendre dans le livre, c'est fort improbable. Pourquoi? D'une part, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a jamais eu véritablement dans l'histoire humaine, depuis que le capitalisme existe, c'est-à-dire à peu près à partir du 16e siècle, et depuis la révolution industrielle, il n'y a jamais eu de véritable transition énergétique. C'est-à-dire qu'on n'a pas remplacé une source d'énergie par d'autres, il n'y a eu que des additions énergétiques. Le charbon, on pensait que c'était une énergie du 19e siècle, le charbon a demeuré et demeure très, très important dans notre consommation, notamment d'électricité à travers le monde, et demeurer une énergie très importante au 20e siècle également. Le pétrole a commencé à jouer un rôle très, très important à partir de l'après-guerre, à partir même des années 60. On peut le voir dans ce graphique, mais comme on le voit, le pétrole n'a pas remplacé le charbon, il ne s'est qu'ajouté à lui. Même chose pour le gaz que vous voyez en violet ici, même chose pour le nucléaire et les autres sources d'énergie. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment avec les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, disons essentiellement le solaire et le vent, qui sont les deux plus grandes énergies renouvelables qui se développent, ne font que s'ajouter à cette croissance perpétuelle de la consommation d'énergie. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une économie qui carbure à une croissance de la production et de la consommation et qui exige donc toujours plus d'énergie. Donc, finalement, les panneaux solaires et les éoliennes d'aujourd'hui ne remplacent pas des puits de gaz et de pétrole ou des centrales électriques au charbon. Elles ne font que s'ajouter sur le top, sur le haut de cette montagne-là et comblent à peine la croissance continuelle du besoin général en énergie. Les énergies renouvelables ont également un certain nombre de limites qui nous forcent à considérer qu'il va falloir inévitablement aller vers une descente énergétique. Les énergies renouvelables ont un certain nombre de limites, vous les connaissez probablement, l'intermittence est peut-être une des plus importantes. Le fait que le soleil ne brille pas souvent, ne brille pas tout le temps, ne brille pas souvent, ça c'est peut-être, en tout cas peut-être dans ces moments, dans les derniers temps, mais en tout cas, le soleil ne brille pas tout le temps, ni le vent ne souffle pas tout le temps, vous le savez. Ça a évidemment un impact très, très important sur ce qu'il nous faut pour avoir consommé la même quantité d'énergie. Donc, évidemment, vous comprenez que si un panneau solaire peut produire de l'électricité pendant entre 10 à 50% du temps par année, il manque beaucoup de temps dans lequel il est improductif parce qu'il n'y a pas de soleil. Donc, évidemment, au lieu d'avoir un seul panneau solaire
bien, évidemment, pour avoir la même quantité d'énergie, pour consommer et produire la même quantité d'énergie, il faudra déployer beaucoup plus d'infrastructures, infrastructures éoliennes et solaires, pour consommer exactement la même quantité d'énergie que si le soleil brillait tout le temps ou le vent soufflait tout le temps. C'est après tout quand même l'avantage immense des hydrocarbures de pouvoir être consommables 24 heures sur 24, peu importe le lieu géographique, peu importe le temps, peu importe la météo. Les énergies renouvelables prennent également beaucoup d'espace. Ça va inévitablement créer un certain nombre de conflits, notamment éventuellement avec des peuples autochtones qui habitent cet espace-là. Il faut de l'espace pour déployer des panneaux solaires et des éoliennes. Le rendement général des énergies renouvelables est relativement plus faible également que les énergies fossiles. Ça va nous exiger encore une fois de déployer davantage d'infrastructures si on veut avoir exactement la même consommation d'énergie. Et finalement, vous le savez peut-être, sûrement, les énergies renouvelables exigent un certain nombre de ressources minérales, évidemment très, très importantes. Donc, je ne m'étends pas là-dessus. Dernière chose à propos des énergies renouvelables, l'électricité ne peut pas jouer un rôle important. Les batteries électriques ne peuvent pas jouer un rôle important pour remplacer les usages cruciaux du pétrole que sont l'usage des carburants pétroliers dans les bateaux ou les avions. On sait qu'il y a un certain nombre de limites, notamment le poids des batteries qui est très, très important. On ne peut pas faire voler un avion avec une batterie électrique. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas sur le marché à grande échelle disponible des moyens de remplacer le pétrole par d'autres sources d'énergie. Et donc, ça va nécessairement impliquer pour répondre aux objectifs climatiques, il va nécessairement falloir réduire le commerce international des bateaux et des avions. Et ça, évidemment, ça rentre en contradiction avec la logique de globalisation que nous avons connue dans les dernières décennies, notamment globalisation qui permet de délocaliser la production pour avoir une production à moindre coût, évidemment, au bénéfice des grandes corporations capitalistes. Donc, bilan des courses, si vous comprenez bien l'enjeu, tous ces enjeux-là, ce n'est pas qu'il ne faut pas réaliser la transition énergétique vers des énergies renouvelables, mais c'est qu'une transition vers les énergies renouvelables est insuffisante. Ce qu'il nous faut véritablement, si on veut respecter les limites planétaires, c'est développer une nécessaire descente énergétique, consommer beaucoup moins d'énergie si on veut être en mesure de répondre à nos besoins dans les limites planétaires. Merci Arnaud. Bien présenté là, les raisons pour lesquelles la descente énergétique, si on veut là, plus largement, la diminution de la taille physique de notre économie, de l'échelle de notre économie, j'y reviens dans un instant, ne peut pas se faire à l'intérieur des structures économiques du capitalisme de par ces impératifs de croissance économique qui découlent, eux, de la propriété, du régime de propriété capitaliste, c'est-à-dire de la propriété privée des moyens de production qui entraîne une concurrence entre chacune des entreprises qui se battent pour préserver ou soutirer des parts de marché à leurs concurrents et qui va entraîner une situation où l'état de croissance et l'état de stabilité, comme Arnaud l'a expliqué dans un instant. Donc, cette descente énergétique-là, cette réduction de la taille physique de notre économie plus largement, donc énergétique et aussi matérielle, ne peut pas s'effectuer dans les limites que nous imposent les structures économiques du capitalisme. Arnaud, si tu peux changer de diapositive, s'il te plaît. Oui, donc incompatibilité, comme on l'a vu, comme le premier élément à gauche vous le rappelle. Ce qui est nécessaire, donc ce que nous impose cette crise écologique-là, c'est de saper les contraintes à la croissance économique. C'est non pas de faire attention à ne pas confondre la cause et la conséquence, donc de la croissance économique. Hein, c'est un des sous-textes qu'on peut déduire de ce passage à travers les impératifs à la croissance économique. Ce n'est pas seulement une vue de l'esprit ou un impératif moral des gens qui sont en place, mais davantage une contrainte systémique. Donc, on doit s'attarder à ces contraintes-là, à la croissance économique, si on veut être en mesure de réduire la taille physique de notre économie. Et pour ce faire, on ne peut pas se fier, c'est ce que l'histoire nous apprend et les structures économiques du capitalisme, on ne peut pas se fier
au marché capitaliste. On ne peut pas se fier aux acteurs qui évoluent dans un soi-disant libre marché, aux acteurs puissants de l'économie qui prennent des décisions par et pour leurs intérêts et souvent par contrainte d'un marché concurrentiel. Ce qui s'impose donc à nous, c'est de reprendre contrôle ou tout simplement de prendre contrôle de l'économie, de démocratiser l'économie. Cette démocratisation-là peut prendre plusieurs formes. Elle peut s'effectuer en premier lieu à l'échelle des milieux de travail, donc pour que nous, comme travailleurs, travailleuses, ayons un contrôle sur notre environnement de travail. Environnement de travail sur l'endroit de la production, les conditions de travail, les conditions environnementales de travail, les sources d'énergie qu'on utilise, les sources de matériaux qu'on utilise à la production, donc les rapports sociaux de production. Aussi, si on monte d'une échelle à l'échelle d'une communauté, donc les rapports d'une entreprise avec sa communauté, et aussi à l'échelle d'une société, les grandes décisions d'investissement qui construisent en fait le monde de demain. Ces grandes décisions d'investissement-là, actuellement, dans une économie de type capitaliste, ce sont les grands investisseurs privés qui les prennent par et pour leurs intérêts. Donc, dans une économie de type capitaliste, déjà, il faut le dire, elle est planifiée. Une économie capitaliste est planifiée par des acteurs privés puissants. Elle n'est pas planifiée par un politburo et la moustache de Staline. Elle est planifiée par des acteurs privés très puissants. La différence, c'est qu'il n'y a pas de coordination publique, démocratique, sociale, collective entre ces acteurs-là. Il peut y avoir des formes de collusion entre ces acteurs-là parfois, mais il n'y a pas de coordination économique si on veut, entreprise ou entre les grands investissements économiques. Ça l'entraîne, entre autres, des crises économiques. On pourrait revenir dans la période de discussion. Donc, ce qu'une démocratie économique met de l'avant, c'est une démocratie des concernés. C'est de redonner un pouvoir décisionnel aux travailleurs, travailleuses et aux consommateurs, consommatrices que nous sommes et de réinvestir, en fait, la sphère citoyenne, de l'arrimer à la sphère économique. Et ça a une raison écologique bien précise. Dans un premier temps, parce que ça sape les contraintes à la croissance économique qu'on vient d'aborder. Et dans un deuxième temps, Arnaud, si tu veux changer de diapositive, s'il te plaît. C'est la seule façon, disons, c'est une façon incontournable pour atteindre ce qui a été appelé un espace juste et sécuritaire pour l'activité humaine. Ce que vous voyez ici, c'est une reprise du Donut Economics que plusieurs d'entre vous avez vu tiré du livre de Kate Raworth, avec lequel il y a beaucoup de problèmes, notamment sa position sur la croissance économique, une position assez libérale qui est contradictoire à plusieurs égards. On pourra revenir dans la période de discussion, je ne vais pas m'attarder, mais elle reprend tout de même l'idée de ce qu'on pourrait appeler un corridor de consommation où l'économie, en fait, doit, si on veut atterrir à la suite, si on veut avoir une vision un peu conséquentialiste ou linéaire, à la suite d'une transition énergétique et économique. On veut atterrir dans cet espace juste et sécuritaire-là, à l'intérieur duquel on est en mesure de satisfaire les besoins de tout le monde, à l'intérieur des limites planétaires. Donc, on veut atteindre un plancher social, qui est la satisfaction des besoins de tout le monde, sans transgresser les limites planétaires. Et pour ce faire, ce qu'on constate en regardant les dynamiques de croissance et les contraintes à l'accumulation sur le capitalisme, c'est impossible. C'est même complètement à l'inverse ce à quoi on assiste, merci Arnaud, sous le capitalisme. Ici, on a un graphique qui représente sur l'axe des X les frontières, les limites planétaires et sur l'axe des Y, les besoins sociaux. Et les points, ce sont les pays. Donc, le sweet spot, en fait, là où on veut aller, c'est en haut à gauche, un endroit où on satisfait les besoins de tout le monde. Donc, le plus grand nombre de besoins est comblé et le moins de limites planétaires est transgressé. Ce qu'on remarque, c'est que les pays dans une économie capitaliste tournent autour de ce sweet spot-là. Soit ils transgressent des frontières en satisfaisant les besoins de tout le monde, soit ils ne transgressent pas de frontières ou peu,
en satisfaisant moins de besoins. Et il y a aussi des limites avec ce type de représentation-là. Il ne faut pas oublier que la représentation de la taille physique d'une économie dans une économie qui est si interconnectée à l'échelle internationale, qui est notre économie capitaliste globalisée, il y a une forme d'externalisation de la production des déchets, donc une forme d'externalisation des processus qui entraînent la transgression des frontières. Et aussi la manière dont on peut mesurer les besoins, c'est des éléments sur lesquels on peut revenir en période de discussion. Donc, Arnaud, prochaine diapositive, s'il te plaît. Ce qu'on peut donc conclure de ce rapide passage de planification démocratique de l'économie, c'est que ce ne sera pas seulement nécessaire de planifier les flux monétaires si on veut rester à l'intérieur des limites planétaires et pour satisfaire les besoins de tout le monde. On n'a pas besoin de passer par l'abstraction monétaire, ou du moins pas tout le temps. Ça, c'est une limite intéressante. Mais pour limiter justement la taille physique de notre économie en termes d'extraction matérielle et énergétique qui rentre dans notre économie conçue comme un métabolisme social, qui est donc en échange interactif avec son environnement, donc l'économie comprise comme un sous-système économique qui évolue à l'intérieur d'un système hôte, si on veut, qui, lui, est fermé. Et contrairement au sous-système économique qui est en croissance et ouvert, donc il y a des échanges avec le système hôte, qui, lui, est fermé et pas en croissance. Donc, si on veut s'assurer que l'un reste à l'intérieur des limites de l'autre, il ne faut pas seulement planifier en termes de flux monétaires, il faut planifier la quantité de tonnes d'acier, de béton, de barils de pétrole, de céréales qui rentrent dans notre économie, qui est extraite, qui est produite, consommée, transformée, transportée et par la suite expulsée sous forme de déchets solides ou d'émissions de gaz à effet de serre. On doit aussi, en plus de sortir de l'impératif de croissance économique, donc de planifier démocratiquement l'économie, cette planification-là doit se faire en termes de flux matériels et énergétiques. Puis une des manières de commencer ça dès maintenant, ce serait même de planifier, de développer des outils pour planifier matériellement et énergétiquement, donc planifier en termes métaboliques, des politiques publiques ici et maintenant qui seraient assez faciles même d'implanter à l'échelle municipale et même des budgets, les budgets du Québec ou même du Canada. C'est des méthodes de comptabilité que peut-être certains d'entre vous le savez, là, à l'ISE, existent déjà et qu'on a accès à ces données-là sur plusieurs pays déjà. Donc, ça, ce n'est pas complètement farfelu, c'est des méthodes qui existent déjà, qui pourraient être mises en application, mais qui demeurent inoffensives si elles ne sont pas couplées à une planification démocratique, à une démocratisation de l'économie, un peu pour les mêmes raisons que Raworth, le diagramme que vous avez vu tantôt du beigne, fait fausse route, c'est qu'on ne remet pas en question la cause des transgressions des limites. Donc, je vais laisser la parole à Arnaud, je pense, pour conclure. Oui, c'est ça. Oui, merci, Frédéric. Donc, ce qu'on peut conclure de ce que nous a présenté Frédéric, puis de ce que j'ai présenté également, c'est qu'on peut satisfaire les besoins de tout le monde à l'intérieur des limites planétaires. Ceci étant dit, cela implique de confronter des structures même de l'économie capitaliste parce qu'elle les transgresse, parce que l'économie capitaliste va inévitablement transgresser l'ensemble des limites qu'on va tenter, qu'elle va rencontrer, étant donné sa dynamique d'accumulation du capital qui est constante, qui crée une croissance matérielle constante, en plus du fait que dans bien des pays, les besoins ne sont pas satisfaits à partir de cette économie-là. Donc, la conclusion de cette idée, de cette réflexion, c'est qu'il est impossible de véritablement être écologiste et de ne pas être anticapitaliste. En même temps, si on veut être des écologistes conséquents, il faut considérer qu'il va falloir remettre en question la structure même de notre économie. Comment le faire? C'est une vaste question qu'on aborde également dans la partie stratégie de notre livre. Je vous donne juste un indice. La première chose que l'on considère et que l'on défend d'un point de vue stratégique dans notre livre, c'est de considérer que notre principal adversaire pour le moment, c'est évidemment d'intervenir sur la question du climat et d'intervenir contre l'industrie fossile, donc l'industrie du pétrole, du gaz
fossiles et du charbon. Cette industrie-là est la principale responsable de la crise climatique et en partie écologique aussi. Elle a fait du déni climatique très longtemps. Elle a saboté les négociations du climat. Elle a privatisé des ressources et des brevets d'énergie renouvelable. Bref, elle porte un poids et une culpabilité immense et il faut s'y attaquer. Il faut l'exproprier et fermer cette industrie-là si nous voulons rester dans un réchauffement climatique qui ne soit pas complètement catastrophique. Cette lutte stratégique-là pourrait être un premier point de départ qui nous permettrait de constituer un mouvement de masse qui éventuellement pourrait être la base nécessaire pour démocratiser la société et écologiser la société. Donc, ça serait notre premier point, notre plus urgent d'un point de vue stratégique. Malheureusement, comme vous le savez, en lien avec ça, l'industrie fossile donc, ne fermera pas de son plein gré. Il va falloir lui imposer cette fermeture-là. Et ça demande la constitution d'un vaste mouvement social qui crée un rapport de force qui accumule du pouvoir de manière autonome pour être en mesure de contrer cette immense industrie dans l'économie. Et ça, c'est possible. Ça se fait pas à travers notre consommation, ça se fait à travers notre engagement citoyen, à travers les collectifs que l'on crée dans nos milieux de travail, dans nos universités, dans nos quartiers et dans notre constitution de coalition et de fédération de forces pour être en mesure de renverser ce pouvoir et finalement de respecter les limites planétaires et de garantir la satisfaction des besoins de tous et de toutes. Merci.